Michel, bonjour. Sur le plateau de Cultura, Clément Ossinondé, un Congolais donc parmi nous, il faut dire, un compatriote qui fait beaucoup de bonheur, n'est-ce pas, à la musique congolaise, qui apporte une très forte contribution, il faut dire, depuis Lyon où il réside en France. Aujourd'hui, Clément Ossinondé à Brazzaville. Bonjour Clément Ossinondé. Bonjour. Alors, tout simplement, je dirais juste en un mot, et puis vous me compléterez, Clément Ossinondé. Il faut dire que vous êtes né à Leketi, donc au Congo-Brazzaville, et vous vivez donc en France, et je viens de le mentionner, et l'on sait que par le passé, vous avez présidé l'UMC et également l'UNEAC. Mais c'est naturellement par vos contributions, cette forte contribution, vous êtes très présent sur les réseaux sociaux pour nous parler du parcours de la musique congolaise, pour nous révéler, n'est-ce pas, des événements, des merveilleux, il faut dire, les merveilles du passé. Et ça, vous savez le faire chaque jour, vous savez le faire au quotidien. Il ne se passe pas un jour sans qu'on ait lu quelque chose de Clément Ossinondé sur les réseaux sociaux. Mais vous êtes auteur, Clément Ossinondé, il faut le dire, vous êtes auteur de Les Bantous de la capitale, Bakolomboka, donc les Bantous de la capitale, les Bakolomboka, donc les rois de la rumba africaine. C'est comme ça, en surtitre, que vous dites les rois de la rumba congolaise, chronologie des 48 ans d'existence. Et cet ouvrage est paru en 2008. Vous en êtes auteur, il faut dire que c'est Clément Ossinondé. Également, vous êtes auteur de l'histoire, donc histoire de la musique congolaise. 52 ans de la musique congolaise, Brazzaville. Alors, paru, il faut dire, aux éditions ICES, dans la collection Études sociales. Aujourd'hui, nous aimerions bien capitaliser votre présence ici à Brazzaville, votre séjour qui est déjà quasiment à son terme. Alors, Clément Ossinondé, lorsque j'ai dit ces bribes, n'est-ce pas, ces bribes des choses sur vous, que reste-t-il à dire sur votre parcours? Oh, j'ai un parcours très atypique. Merci. Dans la mesure où j'ai embrassé plusieurs activités au même moment. Pour être au bref, je dis que de la gestion comptable dans une société française de transit et de transport, avant l'indépendance bien sûr, j'ai atterri 8 ans plus tard au bureau de la création des entreprises d'État, qu'on appelait le BCCO. Puisqu'à cette époque, on créait justement les nouvelles entreprises et on avait besoin des cadres qui ont évolué dans le privé, dans le domaine de la comptabilité. Et c'est comme ça que j'ai atterri justement au bureau pour la création des entreprises d'État. 8 ans plus tard, alors, j'ai été élu à la direction de l'UGC, où je suis resté, je crois, 8 ans à la direction de l'Union de la jeunesse socialiste congolaise. De l'UJC, j'ai été diplomate en Allemagne. Du retour, j'ai assuré la direction de SUCO à Pointe-Noire, et avant de prendre donc ma retraite. Alors, donc, parallèlement, j'ai été secrétaire général du Club Bantou en 1965 et pendant plusieurs années. Ensuite, j'ai présidé l'Union des musiciens congolais pendant 8 ans. Et j'ai présidé également l'UNEAC, l'Union nationale des écrivains et artistes congolais, avant son congrès constitutif. Et ensuite, je peux dire que j'ai édité aujourd'hui plus de 10 livres sur la musique congolaise. Voilà un peu pour l'essentiel ce que je peux dire sur mon modeste parcours. Voilà. Alors, donc, il faut dire que la musique, vous en avez fait votre passion. Il faut dire sujet de prédilection pour Clément Ossinondé, parce que la musique vous tient à cœur. Bon, il faut dire aussi, peut-être que j'ai oublié, j'ai été animateur pendant très longtemps à Radio Congo. Oui. J'ai animé plusieurs émissions, mais particulièrement les Cocos. J'ai animé aussi plusieurs émissions à Radio Liberté. Et donc éditeur j'ai édité plusieurs livres. Aujourd'hui, je crois que je suis à mon 10e livre. Le dernier, c'est celui que j'ai écrit sur les 60 ans des Bantous de la capitale. Voilà ce que je peux compléter.
Merci pour ce complément, Clément Sénandé. Alors, parlons-en, il faut dire, la musique, je disais tout à l'heure, vous avez fait votre sujet de prédilection parce que la musique vous habite et la musique vous l'apportez, Clément Sénandé. Bon, la musique, il faut dire que la musique, c'est un tout. La musique congolaise, c'est un tout. Mais celle qui nous intéresse beaucoup plus ici, la musique congolaise moderne. Moderne. Lorsqu'on sait que la musique congolaise est d'abord une musique traditionnelle, mais ensuite, il y a eu la musique moderne. Moderne parce que elle s'est enrichie des apports extérieurs, particulièrement la pratique des instruments modernes que nous n'avions pas. Et c'est cette particularité-là qui a donné la musique congolaise moderne. Parce qu'il faut bien préciser, musique congolaise moderne. Parce que quand on dit seulement musique congolaise, ça englobe le traditionnel et le moderne. Voilà. Oui. Mais en ce qui concerne la musique congolaise moderne, on peut dire que nous sommes partis de très loin. De très loin, pourquoi? Parce que lorsque la rumba est revenue, bon, peut-être qu'on va en parler, la rumba nous est revenue en 1934 pour parler par exemple de Congo Rumba à Brazzaville avec le chef d'orchestre Jean Réal qui avait à cette époque-là créé Congo Rumba avec Georges Mosebo et Gabriel Kakou. Est née donc cette musique moderne. Et dans cette musique moderne, il y a eu d'abord les précurseurs comme les Paul Kamba, bien sûr, et ils sont bien nombreux, les Paul Kamba, les Massamba Lebel, ils sont nombreux, je peux citer plusieurs comme ça. Parallèlement également, de l'autre côté de Kinshasa, il y a eu les Wendo, les Abou Elinga et autres. Donc ce sont ceux-là, les précurseurs de la musique congolaise moderne. Ça en est suivi donc tout le reste qu'on peut repartir peut-être en 4 ou 5 écoles actuellement. Les précurseurs, la première école avec les Wendo et autres, la deuxième école avec les Calais, les Essous, les Nino, ainsi de suite, jusqu'à la nouvelle école qui est celle où on a connu par exemple les Aïko et autres. D'accord. Alors, pourquoi vous dites que Clément Sénandé, la rumba nous est revenue? Elle nous est revenue parce que, parler de la rumba, il faut survoler un peu le parcours de nos ancêtres du Congo, du royaume Congo, qui par le mouvement de la traite négrière se sont retrouvés soit à Cuba, soit dans le reste de l'Amérique latine. Et ils ont emporté avec eux cette musique, plusieurs musiques bien sûr, parmi lesquelles la rumba. Et nous sommes au XIIIe, au XIVe siècle, lorsque cette musique est sortie du royaume Congo pour Cuba particulièrement. Et à Cuba, la rumba, qui est partie de chez nous avec le nom Kumba, est devenue rumba, parce que mauvaise prononciation des Espagnols. Et cette rumba, arrivée à Cuba, a subi aussi des modifications parce que aujourd'hui, quand on parle de l'histoire de la rumba à Cuba, on cite 3 variantes. Il y a le Wawanko, il y a le Columbia et il y a le Yambo. Alors le Yambo, est plus proche de la rumba que nous faisons actuellement. Alors c'est cette musique-là, la rumba, que les Espagnols ont enrichi avec leurs apports, a fait beaucoup de succès aux États-Unis et en Europe. Pendant cette période, nous ne savions même pas qu'il y a une musique qui est partie de chez nous, qui en ce moment fait fureur en Europe et aux États-Unis. Nous l'avions su que lorsque les premiers étrangers qui sont venus chez nous nous ont appris à jouer la rumba ou à danser la rumba. C'est à ce moment-là que nous saurons qu'elle vient de chez nous. Et les premiers
musicien à nous apporter cette rumba chez nous, pour parler du Congo-Brazzaville, c'est Jean Réal. C'était un Martiniquais qui est venu ici dans le cadre de la coopération militaire, qui a, pendant ses heures de loisirs, a créé donc le Congo Rumba. Dans ce Congo Rumba, il y avait particulièrement deux grands guitaristes, Gabriel Kakou, qui est, je crois, si je ne me trompe pas, le papa de notre Kakou, le journaliste. Et il y a eu Georges Mosebo, qui ont créé donc en 1934 déjà le Congo Rumba. Parallèlement, de l'autre côté de la RDC, c'est beaucoup plus les Ouest-Africains qui ont apporté la rumba là-bas. Et il y a, à travers un orchestre qui a été créé à Matadi en 1940, Excelsior, qui était animé par un certain Ghanéen ou Nigérien, Tobas. Donc c'est pendant ces périodes, c'est particulièrement pendant ces deux périodes que nous avions retrouvé notre rumba. D'accord. Alors, juste un élément qui a attiré mon attention, Clément Sinandé, un élément que vous mentionnez dans la conclusion de cet ouvrage, Histoire de la musique congolaise, et vous dites ceci, au terme du chemin parcouru pendant 52 ans, là vous parlez de 52 ans, nous sommes en 2012, donc oui, naturellement, beaucoup de choses ont dû s'amplifier. Alors, dernier, on peut se poser la question essentielle de savoir ce que c'est la musique congolaise. Certes qu'il est difficile de répondre simplement et clairement lorsqu'on n'est pas initié dans les différentes formes musicales que compose cette musique, dans ce qu'il y a de traditionnel et de moderne, tel que vous le dire, ses origines et ce qu'elle a été avant l'ascension, donc avant l'accession du Congo à l'indépendance. Le parcours de 52 ans nous a permis au moins de comprendre le processus évolutif de cette musique, puis de trouver dans ses formes les signes distinctifs des étapes de son évolution. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler, Cécile? Oui, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Lorsqu'on parle du parcours de la musique congolaise, on suppose que ça a commencé directement par la musique congolaise moderne. Non, il y a eu d'abord une musique traditionnelle, hein, qui a donné donc la musique congolaise moderne. Oui. Et ce parcours de la musique congolaise moderne part des années, en ce qui concerne les deux Congos, part des années 30. Des années 30. Et ce parcours s'est enrichi donc avec justement l'apport des instruments modernes. Oui. Moderne. Vous l'avez dit. Et c'est ce qui a donné la musique congolaise moderne. Alors, et quel regard vous avez aujourd'hui, ou quel aperçu, quelle critique de cette musique moderne aujourd'hui, à nos jours? À nos jours, la musique congolaise moderne a perdu un peu de son originalité. D'accord. Parce que notre musique, qui était le porte-étendard de toute l'Afrique, à une époque où toute l'Afrique ne dansait que avec notre musique congolaise, n'a pas maintenu cette ferveur jusqu'à maintenant. Bien au contraire, c'est nous maintenant qui allions chercher d'autres musiques à travers le continent, pendant que nous avions une richesse importante. Il suffit seulement de revoir le répertoire de nos chansons, le répertoire de nos précurseurs comme les Kabassé, les Essou, mais on ne pourrait même pas un seul instant aller copier une autre musique ailleurs, puisque la nôtre est tellement très riche. Fais un tour dans Brazzaville, tu vas voir les jeunes talents pour lesquels on aurait dû apprendre à comprendre notre musique, à leur donner des orientations précises. Surtout au moment où on parle de la rumba, où nous voulons la faire reconnaître au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous êtes Brazzavillois comme moi, qu'est-ce que vous voyez? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Quand vous écoutez un jeune orchestre maintenant, pas de directive, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la musique nigériane, particulièrement, ils prennent le coupé décalé, et la rumba, on n'en parle même pas. Oui. On n'en parle même pas. Oui. Donc, je peux dire que
notre musique a perdu un peu de son originalité. Et qu'est-ce que vous aurez souhaité retrouver, n'est-ce pas, dans la musique moderne, dans ses commencements, à ce jour? Quelles auraient été pour vous les constances, en fait? C'est-à-dire que la musique n'a pas de frontières. Il n'est pas dit que lorsque on a une musique nationale, on ne peut pas embrasser d'autres musiques. Non, ce n'est pas ça que je dis. Mais nous avons un patrimoine très riche au niveau de la musique. Mais on ne fait pas assez pour enrichir ce patrimoine ou alors pour vulgariser ce patrimoine. C'est à ce moment justement que nous, on cherche à aller prendre notre musique. Oui. Et puis, il y a aussi la maîtrise des instruments. Quand vous voyez les jeunes qui jouent actuellement dans les jeunes orchestres, il y a une pauvreté terrible des instruments. Ils s'intéressent maintenant à la batterie, à la synthé, rarement plus de saxo, plus de clarinette. Et quand un jeune joue la guitare aujourd'hui, plus de partition. Hein, c'est une monotonie du début à la fin. Ce n'est plus les guitaristes que nous avions connus comme les Nico, hein, et comme comme les Franco, hein, comme les Papa Noël, comme les Jerry, comme les Mermans. Ce n'est plus cette musique-là que nous entendons maintenant. C'est là où vraiment l'effort qu'il faut faire pour que nous retrouvions notre musique. Vous avez mentionné cette faiblesse technique donc, au niveau des instruments, n'est-ce pas, la non-maîtrise des instruments, comme vous le dites, mais également au niveau des textes, au niveau du chant. Oui, au niveau des textes. Bon, c'est toute une gamme, naturellement. Mais au niveau des textes, c'est une pauvreté terrible. Oui. Une pauvreté terrible. Vous pouvez écouter un morceau de 3 minutes, il n'y a une seule phrase qui intervient dans cette musique. Ce n'est plus une musique, et puis quand on parle de la musique congolaise, il y a d'abord, s'il y a un schéma à suivre, il y a d'abord le refrain, le couplet. Dans le refrain et le couplet, on doit avoir vraiment toute une histoire, c'est-à-dire que ça commence par le couplet, ça passe par le refrain, et la musique vient en quelque sorte pour une petite animation. Ça, c'est le schéma réellement de notre musique. Que ce soit même traditionnel, c'est un peu ce schéma-là qui est suivi. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Nos musiciens n'ont plus de compositions vraiment solides comme nous les avions connues à l'époque. C'est très pauvre. Voilà. Ça aussi, c'est vraiment un aspect à souligner énormément. Voilà. Alors, vous avez dit que vous étiez donc à un certain moment de votre parcours président ou membre du club des Bantous. Et on sait que vous avez une forte, n'est-ce pas, vous êtes dans une forte adhésion des Bantous, sinon des Bantous pour Clément Oslandé. On sait que c'est l'orchestre, n'est-ce pas, mythique, et tous vos écrits, sinon une bonne partie, un grand pourcentage de vos écrits ont été consacrés à l'orchestre des Bantous de la capitale. Une motivation Effectivement, les Bantous, parce qu'à une époque donnée, c'était le plus grand orchestre de notre pays. Alors, comme c'était le plus grand orchestre dans notre pays, dans leur façon de vivre, dans leur façon de gérer, il n'y avait vraiment pas une bonne organisation. Et c'est à cet effet-là que les mélomanes qui vraiment avaient un souci pour l'orchestre ont créé l'orchestre Bantou, tout simplement pour les aider. Le club Bantou. Le club Bantou. Oui, club Bantou. Pour les aider à s'organiser. Et le club Bantou a fait vraiment un travail énorme dans ce sens, jusqu'à concevoir une méthode de gestion au sein de l'orchestre avec des salaires par rapport à chaque musicien selon l'instrument qu'il pratique. Et c'est ça qui a fait que les Bantous ont été vraiment stables pendant très longtemps. On le voit maintenant, malgré qu'il y ait tous les cofondateurs sont partis, mais l'orchestre est toujours là, contrairement aux orchestres de nos frères d'en face. Oui. Quand le chef s'en va, tout est fini. Voilà.
Et tout cela. Est-ce qu'il y a, il y a une différence à faire, il y a un distinguo, n'est-ce pas, entre le club Bantou et le comité Bantou? Non, 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 il n'y a pas de différence. Le club Bantou, c'est un peu le comité Bantou. C'est la même chose à peu près. C'est des mots synonymes. Et donc, pour vous, cette pérennité, cette efficacité est le fruit de l'organisation du club Bantou. Du club Bantou, tout à fait, du club Bantou, parce qu'à cette époque, on a eu à gérer l'orchestre, et puis ils nous ont fait confiance. Et c'est ça qui a fait que l'orchestre vraiment s'est maintenu jusqu'au départ des anciens qui ont trouvé la mort, ainsi de suite. Voilà. Et c'est grâce justement à cette organisation. Bon, bien sûr que le club n'a plus existé plus tard, mais on pouvait dire que le travail que nous avions fait a porté. D'accord. Et c'était en quelle année la création du club Bantou? En 65. 65, voilà. Alors, les Bantous de la capitale, quelle motivation pour la commission de cet ouvrage, Clément Sinandé? Qu'est-ce qui vous a poussé à commettre cet ouvrage? Bon, l'orchestre Bantou, bon, la preuve est que j'ai été le premier secrétaire général de l'orchestre, du club, c'est ça qui m'a motivé. D'accord. Ce qui m'a motivé, je dis, bon, je suis secrétaire général, c'est vrai, mais il faut quand même faire quelque chose pour essayer d'éclairer la lanterne de tous ceux qui aiment les Bantous, pour leur permettre de savoir quand l'orchestre a commencé, avec qui, un peu l'historique de tout, parce que tout le monde sait que l'orchestre Bantou a été créé par des musiciens qui évoluaient à Kinshasa, dans l'Okijas et dans le Rokamambo, qui sont revenus au Bercail et qui ont créé l'orchestre Bantou. C'est dire que les orchestres à Kinshasa, depuis la création tout au moins de l'industrie musicale à Kinshasa, c'est d'ailleurs ça qui a fait que les musiciens du Congo-Brazzaville, de l'Angola, voire même du Cameroun, étaient parfois obligés de s'installer à Kinshasa parce que c'est le tout premier pays qui a mis en place une industrie musicale. Et se retrouvant là-bas, ils ont créé des orchestres mixtes avec les musiciens soit de l'Angola, soit du Congo-Brazzaville, à travers les orchestres comme le Rokamam, comme j'ai dit, comme Vedette Jazz, comme OK Jazz. C'est ça. D'accord. Alors, parlons puisque déjà on parlait on a connu une danse qui a existé dans tout ça, c'est la danse bouchée. Qu'est-ce que vous en savez, la danse bouchée, l'impact de cette danse? Est-ce que vous pouvez nous en parler, Clémence? La danse bouchée a eu un impact considérable sur la musique des Bantous. Si on peut rester dans l'air du temps, on peut dire que c'est le premier variant de la rumba, qui a donné naissance à tout ce que nous avions connu par la suite. Les soukous, les kirikiri, les ndombolo et autres. Donc le premier variant de la rumba qui a fait vraiment beaucoup de succès, c'est la danse des bouchers, qui a été lancée en 1965 à l'occasion des premiers Jeux africains de Brazzaville. Donc on peut dire et que... les initiateurs vous nous parlez des initiateurs de cette danse? Ah non, les initiateurs, c'était beaucoup plus des bouchers, les bouchers du marché total de Bakongo. Dans leur façon d'attirer la clientèle lorsque ils étaient sur leur table de boucher, ils dansaient, ils exhibaient une danse où comment ils coupaient. Et c'est cette danse-là, quand les initiateurs sont venus la démontrer au cours d'un concert des Bantous, c'est à ce moment-là qu'elle est partie, qu'elle est devenue Bantou. Voilà. Mais sinon, les initiateurs étaient les véritables bouchers qui travaillaient au marché de Bakongo et qui, souvent, pour attirer la clientèle, étaient obligés d'exhiber des pas de... Voilà, c'est une opération de charme, en fait. C'est une opération de charme pour... Tout à fait. Voilà, attirer la clientèle vers le... Alors, puisque nous parlons en même temps des Bantous, il y a deux bons acteurs dont j'aimerais bien que vous nous fassiez un tout petit récit. L'implication, sinon la présence de
de deux musiciens, comme j'ai dit, qui est Papa Noël, grand guitariste que vous connaissez, grand soliste, et également Moujos par la suite. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces deux dans Alors, l'intervention? Papa Noël, il faut dire que... On sait qu'il y a eu des allées dans le sens de Congo RDC, également RDC Congo. Alors ce va-et-vient. C'est-à-dire que lorsqu'on a créé les Bantous, oui. il y a eu deux guitaristes. Le soliste, c'était Diki Barosa, le cadet de Tino Barosa. Oui. Et l'accompagnateur était Dignos, Jacques Dignos, on l'appelait Jacques Dignos, un musicien aussi de Kinshasa. Donc le soliste et l'accompagnateur étaient quinois lorsqu'on a créé l'orchestre Bantou. Alors, après la création, ils ont effectué plusieurs voyages en Afrique de l'Ouest. Et lorsqu'ils sont revenus, ils ont constaté que le résultat était insignifiant. Le résultat n'était pas trop positif. D'accord. C'est à ce moment-là qu'ils vont faire appel à Nédule Papa Noël. Mais Papa Noël, lorsqu'il est arrivé, ça a été vraiment une délivrance pour l'orchestre. D'accord. Parce que il a créé une dynamique au sein de l'orchestre qui a fait que on ne pouvait que adhérer à ce groupe-là. C'est un peu ça. Mais c'est son départ qui a été vraiment une grande perte. Heureusement, on s'est rattrapé avec Passy Mermans, c'est vrai, et plus tard Géry Gérard. Alors, et puis la présence de Papa Noël dans les Bantous n'était pas anodin. Papa Noël a été pendant très longtemps à Kinshasa, dans le Rocamambo que dirigeait Nino Malapé, et avec la présence de Jean-Serge Jessou. Donc c'est un vieux collaborateur qui revenait. En fait, c'est des complices qui se connaissaient déjà. Donc, voilà. Oui. Qui revenait donc un peu retrouver ses anciens collègues, chefs. En fait. Voilà. Et celle de Moujos, comment vous l'expliquez? Alors, Moujos, la présence de Moujos aussi a été d'un intérêt tout à fait particulier. Parce que Moujos a apporté une nouvelle dynamique au niveau des chanteurs. Il faut dire que lorsque Moujos est venu, l'attaque chant, il faut appeler ça comme ça, avait complètement changé. Complètement changé. En bien sûr. Bien sûr. Donc, la présence de Moujos, quand on prend les disques qui sont sortis aux éditions Stenco en 1963, 64, 65, non, que je dis en 1964, mais c'est un autre orchestre bantou. Au niveau des chants, bien sûr, au niveau des chanteurs. Oui. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de l'introduction des instruments, n'est-ce pas, modernes dans la musique congolaise, donc l'enregistrement de la rumba. Et quel a été l'apport ou comment, quelle est la genèse, pardon, plutôt de cette introduction de la guitare et de la batterie dans la rumba congolaise, dans la musique congolaise? Pour parler de la présence de 4 guitares, oui. C'est parti justement lorsque Papa Noël est parti. Lorsque Papa Noël est parti, nous avions eu à recruter donc Passy Mermans qui était dans Mando Negro et même chef de Mando Negro. Il a quitté son groupe pour rejoindre les Bantous. Et il a bien mérité, hein, il a remplacé Papa Noël. Mais en 64, lorsque Géry Gérard est arrivé, on a trouvé qu'il était nettement mieux que Passy Mermans. Donc, on l'a responsabilisé comme premier soliste, comme guitariste soliste. Mais que faire de Mermans, qui était déjà soliste, alors que nous avions un accompagnateur qui était là? Alors, c'est l'idée des sous. Issou a pensé que non, au lieu de le faire partir, nous pouvions l'utiliser comme deuxième, c'est-à-dire le guitariste intermédiaire entre le soliste
et l'accompagnateur. D'accord. C'est ce qu'on a appelé le mi solo. Mi solo. Donc c'est parti de cette époque-là, 64. Bon, c'est vrai, on entend partout que d'autres revendiquent que c'est... Mais là, c'était déjà en 64. Et quand on parle de mi solo dans l'African Fiesta ou dans l'African... C'est en 1966. 1966. D'accord. Donc c'est 2 ans après. 2 ans après. 2 ans après, oui. 2 ans après. Donc, c'est Issou qui a initié la pratique des 4 guitaristes. Donc, lorsque Papa Noël est parti, Géry Gérard et Passy Mermans est arrivé comme soliste. Géry Gérard par la suite, précisément en février 64, on a jugé que Géry Gérard était légèrement supérieur à Passy Mermans. Donc on l'a responsabilisé comme soliste. Passy Mermans, il fallait trouver un rôle pour lui. On a dit, bon, tu dois jouer le rôle intermédiaire entre le soliste et l'accompagnateur. Et c'est ce que nous avions appelé la guitare mi-solo. Et nous sommes donc en 1964. D'accord. 2 ans avant, 66. Avant avant même l'introduction de la quatrième guitare dans l'African Fiesta, par exemple. D'accord. Alors, en ce qui concerne la batterie, oui. La batterie existe dans la musique congolaise depuis les années 40. Pour prendre par exemple, en 1948, il y avait déjà 2 grands orchestres à cuivre à Kinshasa et à Brazzaville. En 1948 déjà, il y avait 2 grands orchestres à cuivre, c'est-à-dire qui renfermaient tous les instruments avant, les instruments de batterie que nous connaissions, que le jazz connaissait à cette époque aux États-Unis par exemple. Il y a eu donc l'Odéonkin d'Antoine Kassongo à Kinshasa et le Mélo Congo de Emmanuel Damongo Dadé à Brazzaville. C'était donc les 2 premiers grands orchestres à cuivre, les instruments à cuivre de Kinshasa et de Brazzaville. Donc dans ces orchestres-là, on retrouvait déjà tous les instruments modernes. On retrouvait la batterie, on retrouvait les saxos, on retrouvait... Bon, c'est des orchestres qui étaient construits un peu sous le modèle jazz band à cette époque-là aux États-Unis, dans le cas du jazz. Et c'est un peu cette similitude-là. Maintenant, outre ces 2 orchestres, lorsqu'on a créé les premières éditions musicales à Kinshasa, pour parler par exemple d'Opika, de Ngoma, de l'Oningsa et autres, dans chaque studio, il y avait toujours une batterie. Il y avait toujours une batterie, mais qui était pratiquée lorsqu'on venait enregistrer en studio. Bien sûr, oui. Lorsqu'on venait enregistrer en studio, pour ceux qui connaissaient jouer à la batterie, on introduisait la batterie dans dans n'importe quel morceau. Mais le premier orchestre qui a sorti la batterie du studio pour un concert, c'est les Bantous de la capitale. Et ça, il faut le reconnaître. La batterie existe dans la musique congolaise depuis les années 40, mais elle était jouée en studio. Oui. Lorsque vous prenez les orchestres qui ont évolué depuis les années 50 jusqu'à 60, vous nous trouverez, on a vu l'African Jazz, quand dans ses concerts, il n'y avait pas de batterie. Avant 1950, avant 1960. Même l'orchestre qui était là à Bruxelles, il n'y avait pas de batterie. Et lorsque les Bantous sortent finalement la batterie, alors, c'est qui les Bantous est le premier orchestre à sortir la batterie du studio pour le jouer en plein concert. Voilà, et grâce à un Cap-Verdéen qu'on appelait Haribo, qui était justement venu à Kinshasa, membre d'un orchestre sénégalais qui était venu jouer à Kinshasa. Donc, lorsque le groupe est reparti, Haribo est resté. D'accord. Haribo est resté. Et c'est lui qui a initié la présence de la batterie dans l'orchestre Bantou. Mais ce n'était pas du goût de tous les mélomanes quand les Bantous jouaient à la batterie.
On a même surnommé l'orchestre Manjanja. Bantou orchestre Manjanja, on s'en moquait parce que il y avait le bruit, on disait il y a le bruit de tôle, ainsi de suite. Mais par la suite, tous les orchestres ont fini par introduire la batterie dans leur concert. Voilà. Et ça, beaucoup de gens ne le savent peut-être pas, mais la réalité, c'est bien celle-là. Oui. Alors, puisque nous parlons là également des Bantous, toujours dans la continuité, dans l'exploitation de votre ouvrage, il y a ce duo, ce merveilleux duo, il faut dire, qui existait, Pamelo, Cosmos. Et on sait qu'il y avait une grande technique. Au niveau technique, il y avait un grand jeu également au niveau de la complicité entre les deux acteurs, entre les deux artistes. Bon, il faut dire que le duo Cosmos et Pamelo a apporté une certaine jeunesse dans l'attaque chant des Bantous de la capitale. C'est vrai qu'on a connu plusieurs chanteurs avant, mais les deux ont apporté vraiment une nouvelle dynamique qui n'avait rien à voir avec tous les chanteurs que l'orchestre Bantou avait connus bien avant. Parce qu'ils ont instauré une nouvelle dynamique. Bon, Pamelo venait un peu de l'école de Taboulé, avec beaucoup d'expérience quand même. Bon, il y avait Cosmos qui avait vraiment très bien démarré, correctement. D'ailleurs, il a fait un grand succès lorsqu'il a introduit Makambomi Ballet. On s'en souvient, ça a fait un très très grand succès. C'était donc vraiment un grand chanteur. Et les deux, lorsqu'on a mis les deux ensemble, ça a créé une nouvelle jeunesse qui n'avait rien à voir avec tous les autres chanteurs que nous avions connus avant dans l'orchestre, qui n'ont pas démérité bien sûr, mais qui n'avaient pas cette dynamique-là de Pamelo et Cosmos. Bon, il y a eu aussi le fait qu'il soit arrivé à ce niveau, c'est parce qu'il y avait une certaine émulation. Hein. C'était l'émulation parce que vraiment il y avait... Au sein de l'orchestre au sein de l'orchestre et au sein des deux chanteurs également. Chacun voulait chanter mieux que l'autre, ainsi de suite, et ça a créé une certaine émulation. Au point où vraiment ils ont permis à l'orchestre Bantou d'avoir... Émulation, pas de concurrence. Non, pas de concurrence. Émulation. Pas de concurrence, parce que on n'a jamais assisté à un conflit entre les deux, non. D'accord. Et cela a duré combien de temps? Ça a duré jusqu'à la création de l'orchestre Le Peuple. Oui. Bon, encore qu'avec la création de l'orchestre Le Peuple, tous les deux sont allés en même temps. Oui. Bon, ça a duré jusqu'à ce que Pamelo décide de faire une carrière solo. Hein, lorsqu'il a sorti chez Edison toute la série de Makambo, de l'argent appelle l'argent, ainsi de suite. Voilà. Alors, on sait qu'à un moment également, il y a eu la présence finalement sur scène des danseuses dans les Bantous de la capitale. Oui, les danseuses dans les Bantous de la capitale, il faut partir, c'est quand même une initiative. Il faut partir donc, c'était d'abord des danseuses qui étaient dans les groupes traditionnels qu'on appelait à l'époque Ngwakato. D'accord. Hein, à l'époque, il y a eu, c'est un peu, c'est Diabois, Marie-Isidore Diabois qui a initié ce genre de groupe, hein, des groupes qu'on appelait Ngwakatour à l'époque. C'est des groupes... des groupes vocaux, en fait. Des groupes, pas vocaux, mais c'était beaucoup plus de groupes de danse. Un groupe de danse, ils reprenaient les danses traditionnelles et les filles dansaient particulièrement dans ces groupes-là. Mais c'est au cours des 2 premières semaines, les semaines culturelles que nous avons eues en 66 et 67, que ces jeunes danseuses qui étaient dans les groupes Ngwakatour ont intégré les orchestres. Donc pendant que les orchestres jouaient, eux ils animaient, soit généralement sur la piste. Et c'est de là qu'est partie justement la présence des danseuses dans l'orchestre Bantou, ce qu'on appelait le ballet moderne. Ballet moderne parce que c'était des danseuses et des danseurs qui dansaient régulièrement dans
les groupes qu'on appelait Ngwakatour, et qui cette fois-ci animaient maintenant les orchestres. Et c'est parti justement de l'époque où il y a eu les premières semaines culturelles à Brazzaville, en 66 et 67. Et le premier groupe à sortir donc ces danseuses, c'est encore l'orchestre Bantou. Lorsqu'ils sont allés au premier festival culturel d'Alger, ils ont amené un groupe avec des filles et des garçons qui animaient lorsque les Bantous évoluaient. C'est de là qui est parti donc pour la première fois qu'ils ont eu à sortir de Brazzaville et à évoluer avec les Bantous dans une manifestation internationale, c'est en 1969, lorsqu'ils sont allés au premier festival culturel panafricain d'Alger. Ils ont été tellement efficaces au point où lorsque Taboulet se préparait pour aller à l'Olympia en 1970, a eu recours à quelques musiciens, à quelques danseurs de ces ballets-là. La preuve est que même dans les Rocherettes, on retrouve, si je ne me trompe pas, au moins 2 danseuses de Brazzaville. D'accord. Voilà. D'accord. Et quelle était la réception finalement de ces danseuses? Tout à l'heure, lorsque vous avez parlé de l'introduction de la batterie donc, en plein concert, vous avez dit qu'il y a eu cette appellation de l'orchestre Manzanza. Et s'agissant maintenant des danseuses sur le plateau, sur scène, quelle a été la réception? Ah oui, mais c'était vraiment une révolution en quelque sorte, parce que nos orchestres... Positif. Oui, positif, bien sûr. Positif, dans la mesure où à l'étranger, ailleurs, aux États-Unis particulièrement, les danseuses intervenaient régulièrement, même à Cuba, intervenaient régulièrement lorsqu'un orchestre jouait. Et pour nous, là encore, c'est vraiment les Bantous qui ont initié. Bon, je dis les Bantous parce que les premiers à sortir ces danseuses-là dans une manifestation internationale, mais on peut dire que c'est parti des premières semaines culturelles. C'est à ce moment-là qu'on a eu à penser que les danseuses pouvaient accompagner les orchestres pendant qu'ils jouaient. C'est-à-dire exhiber, par exemple, pour exhiber une nouvelle danse, il fallait bien qu'il y ait des danseuses. Lorsqu'on a eu à exhiber, par exemple, les soukous, les danses des bouchers, il fallait justement ces jeunes danseuses-là pour démontrer, faire la démonstration. Alors, Clémence Inondé, il faut dire que vous avez été le maître de cérémonie, n'est-ce pas, lors du passage des Bantous de la capitale à l'Olympia. Alors, quel souvenir ça vous a laissé, cette prestation? À l'Olympia, les Bantous à l'Olympia, ça a été vraiment le plus grand événement des Bantous, le plus grand événement voire même de notre pays. Mais malheureusement, nous n'avons pas fait beaucoup d'écho. On n'a pas fait beaucoup d'écho. Ça a été un grand succès. Parce que c'était le tout premier orchestre congolais du Congo-Brazzaville qui se présentait à l'Olympia. Le tout premier. Et je me rappelle, tous les grands noms de la musique africaine en région parisienne ou en France étaient là. Les Dibango, beaucoup de musiciens étaient là. Mais ils ont apprécié. Il y a même venu Papa Noël qui est même intervenu au cours de ce concert de l'Olympia. Quand bien même qu'il n'était plus dans les Bantous, mais en tant qu'ancien musicien des Bantous, il est intervenu. Mais ça a été un très gros succès, mais pour lequel on n'a pas fait écho chez nous. On n'a pas fait écho. Et combien de groupes connaissez-vous à ce jour qui sont passés là? À l'Olympia? Congolais, oui. Du Brazzaville? Oui. Non, aucun. Aucun. Je sais que Roga se préparait. Non, c'était une autre salle, mais pas l'Olympia. Pour le moment, il n'y a que les Bantous. Il n'y a que les Bantous qui sont passés à l'Olympia. D'accord. Voilà. Et si je me rappelle, c'est même Blanchard qui était l'auteur de ce passage des Bantous à l'Olympia en tant que producteur. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, les Bantous, qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors, les Bantous, ça représente pour moi un monument national.
un monument national. Normalement, en 60 ans d'existence, je crois qu'on ferait plus que ça pour les Bantous. On ferait plus que ça. Je suis surpris depuis qu'on a mis en place un comité directeur pour l'orchestre Bantou. Il y a une léthargie énorme. Ça fait 2 mois qu'ils ne répètent plus. Ils ne voient plus un seul membre du comité directeur de cette institution. On se demande qu'est-ce qui se passe. Donc, il n'est pas étonnant que demain, vous appreniez que l'orchestre Bantou n'existe plus. Ça, j'attire l'attention des responsables parce que le bureau directeur qui a été mis en place ne fonctionne pas. Et pour en tenir compte de ce que m'a dit le chef d'orchestre Cosmos, ils sont dans l'incertitude parce que ça fait 2 mois qu'ils ne répètent plus. Ils ne répètent plus. Et ajouter à cela le Covid qui ne permet pas au groupe de se produire, c'est un danger permanent. D'accord. Là, vraiment, j'attire l'attention de tous ceux qui aiment l'orchestre. S'il y a vraiment un effort à faire, il faut venir en aide à l'orchestre Bantou. Pour le moment, ils ne répètent plus. Ils n'ont pas de salle, ils ne savent pas où évoluer. Les instruments sont gardés par un individu qui aime les Bantous, qui garde ces instruments-là chez lui. Les répétitions sont faites chez quelqu'un, un mélomane qui aime bien les Bantous, qui leur accorde son domicile pour répéter. Est-ce que ça devait être comme ça? Alors, ici, avec quelque chose, un mot à dire entre les Bantous d'hier et les Bantous d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous... les Bantous d'hier... Bon, vous connaissez bien le parcours des Bantous, ce cheminement des Bantous, n'est-ce pas, de la création à ce jour? Non, l'avantage chez les Bantous, c'est que au fur et à mesure que sortent les anciens, oui, les jeunes qui arrivent suivent toujours le même chemin. Quand vous allez aujourd'hui chez les Bantous, la partie cuivre, par exemple, si vous écoutez les saxophonistes qui jouent actuellement dans l'orchestre Bantou, vous ne regretterez pas Nino et Sou. C'est ça l'avantage. Bon, il faut le dire parce que pendant leur présence, Sou, Nino, ils n'étaient pas avares, ils formaient les jeunes. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, il n'y a plus un seul cofondateur de Bantou. Le dernier, c'était Edo qui est parti, mais l'orchestre est là. L'orchestre est là, ça dit que la formation a été permanente. On peut parler d'une vraie école Bantou. Ah oui. Qui pourra... oui, on peut parler d'une école. Il y a une école Bantou. Une école Bantou. Lorsqu'on parle même des écoles que l'on connaît comme les écoles African Jazz, écoles Hockey Jazz, il y a aussi une école Bantou. Il y a une école Bantou parce que l'école Bantou, c'est le mélange entre l'école Hockey Jazz et l'école African Jazz. Donc, c'est ça qui a créé l'école Bantou. Et pour l'avenir, Clément Senondé, personnellement, vous n'avez pas peur que ce rajeunissement des folies de Bantou, la capitale, puisse sortir un peu de ce chemin qui fait école, en fait, qui fait office d'école? Ah, mais bien sûr. Lorsque vous prenez l'exemple des Bantous, ça correspond un peu à celui de l'Aragon à Cuba. Aujourd'hui, quand vous écoutez l'orchestre Aragon à Cuba, on n'a pas envie tous ceux qui sont passés comme les Bacala ou bien les Oreste, ainsi de suite. Mais c'est des jeunes, mais qui ont suivi le même schéma. L'essentiel est que ceux qui arrivent maintenant suivent le même schéma que les Bantous d'antan. Voilà. Okay. Ami culturel, sur le plateau de Cultura, Clément Senondé, qui est auteur de plusieurs ouvrages sur la musique congolaise. Il faut dire aujourd'hui
qu'il est détenteur, n'est-ce pas, d'une grande expertise de la musique congolaise, puisque il ne se passe pas un seul jour sans que Clément Sinondé ne nous fasse état de cette évolution, sinon de cette régression de la musique congolaise. Et sur le plateau de Cultura, il nous arrive avec 2 ouvrages, Histoire de la musique congolaise, paru chez ICS dans la collection Études sociales, et Les Bantous de la capitale Bakolomboka, Les rois de la rumba, paru chez Syriac Basoka Édition. Alors, puisque nous parlons de la rumba, nous parlons de retour, en fait, dans le fond, nous parlons de la rumba, Clément Sinondé. Aujourd'hui, on parle de l'inscription de la rumba, n'est-ce pas, au niveau de l'UNESCO pour prétendre déjà à cette reconnaissance universelle. Qu'est-ce que ça veut dire s'inscrire au patrimoine universel? Non, c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance parce qu'un grand peuple comme nous, pour parler du Royaume Congo, parce que la rumba est partie de cette époque-là, ça n'avait rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui, République démocratique du Congo, République du Congo ou République d'Angola, non. C'est parti au cours du Royaume Congo, où il n'y avait pas encore les États. Donc, sa reconnaissance par l'UNESCO est d'une importance tout à fait particulière, d'une importance considérable. Mais nous voulons qu'elle soit reconnue par l'UNESCO. Pourquoi? Il faut se poser la question de dire, est-ce que c'est tout simplement parce qu'on parle de nous? Non, mais c'est parce qu'il faudrait que aussi, de notre côté, nous puissions amener nos jeunes, nos musiciens à reprendre ce mouvement de la rumba qui n'existe plus. C'est ça justement. Au moment où nous voulons que la rumba soit reconnue au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais nous faisons quoi? On ne fait rien. Heureusement que le ministre récemment a démarré une campagne de sensibilisation pour que tout le monde soit un peu dans ce créneau-là, que ce soit les musiciens, que ce soit tous les autres artistes qui évoluent soit dans les groupes vocaux, soit dans les groupes traditionnels, puissent mettre la rumba au premier plan. C'est un peu ça. Mais on devait en faire plus. On devait en faire plus, surtout maintenant que nous allions vers la reconnaissance de la rumba au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le mouvement devrait être vraiment grandiose. À la radio, à la télé, on devrait appeler des gens pour faire la sensibilisation, expliquer ce que c'est que la rumba et jouer les morceaux de rumba. Mais c'est ce que je ne vois pas là. Il n'y a rien. D'accord. La radio est muette, la télévision est muette, ils n'en parlent pas. Alors, mais vraiment, comment les gens vont militer pour mais les gens de l'UNESCO, ils ne sont pas bêtes, ils voient ce qui se passe aussi. Il faut leur montrer que oui, la rumba est nôtre. Voilà ce que nous faisons pour la rumba. D'accord. Ça, c'est ce qui reste à faire. Voilà. Bon, la campagne a été engagée par le ministre il y a 1 ou 2 semaines. C'est très bien. Maintenant, il faut faire ce travail-là, le travail qui suit. Oui. Alors, Clément Sinondé, à l'ère où, il faut dire à l'heure où déjà, et dans l'ère du temps naturellement, plusieurs genres, sinon plusieurs mouvements musicaux sont en train de battre de l'aile. Nous avons le coupé-décalé, nous avons la musique urbaine, tout ce qui fait, n'est-ce pas, musique urbaine et beaucoup d'autres qui menacent la rumba. Quelle observation? Est-ce que vous pensez que c'est une vraie menace? Vous pensez que c'est des choses, n'est-ce pas, qui vont passer et la rumba restera la rumba? Oui, c'est ce que j'ai dit tantôt. Je dis que la musique n'a pas de frontières. Au même moment que nous pouvions jouer d'autres musiques, mais nous devons faire un effort pour maintenir la nôtre. Oui. C'est-à-dire, avant d'aller dans une autre musique, il faut commencer d'abord par la rumba. Mais vous avez des groupes aujourd'hui, quand vous leur dites de jouer une rumba, ils sont incapables de le jouer. Ils sont incapables. Ils vont vous amener dans les trucs nigérians, dans les coupés décalés, mais ça, ce n'est plus la rumba. Quand bien même que ce n'est pas mauvais de jouer coupé décalé ou de jouer d'autres musiques africaines. Mais si on veut que la rumba soit nôtre, la première des choses à faire, c'est connaître, jouer la rumba.
savoir ce que c'est que la rumba et quel intérêt pour nous de maintenir cette danse comme notre patrimoine. On devrait être fiers parce que c'est notre patrimoine qui a fait fureur à l'étranger, mais maintenant qui nous est revenu, on doit le faire. Vous voyez, même Cuba était plus en avance que nous. La rumba cubaine a été reconnue au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais la rumba cubaine, c'est la rumba congolaise. Les Cubains n'avaient pas une rumba avant que les esclaves n'arrivent à Cuba. D'accord. Hein? Mais ils nous ont dribblés là. Et merci Clément Ossinondé. Nous arrivons là déjà au terme de notre entretien, Clément Ossinondé. Alors, certainement une préoccupation que je n'ai pas abordée dans ce abattant rompu. Vous avez peut-être eu quelque chose que vous aurez bien voulu exprimer, une observation, quelque chose d'autre. Oh non. Un mot de fin alors. Moi, j'ai 2 points vraiment pour lesquels je tiens absolument. Oui. Il faut qu'on s'occupe de l'orchestre bantou. C'est notre patrimoine. C'est le seul groupe pour lequel nous pouvons être fiers, parce que c'est le groupe qui continue à jouer la véritable rumba. Et qui joue même toutes les autres musiques du monde. C'est un orchestre international. Moi, je venais de recevoir un grand journaliste ivoirien qui il travaille à la BBC. Il est en train d'écrire un livre sur l'apport des Bantous en Côte d'Ivoire. D'accord. Dans la musique ivoirienne. Oui. Et dans ce livre-là, il parle également de l'amour, vraiment de la préférence de Houphouët-Boigny au Bantou de la capitale. Parce que c'était l'orchestre de Houphouët-Boigny aimait beaucoup. Parce qu'à toute manifestation, les Bantous se produisaient toujours en Côte d'Ivoire. Alors ce journaliste-là est en train d'écrire un grand livre où il fait justement l'apologie de tout ce qui s'est passé pendant que les Bantous venaient en Côte d'Ivoire. D'accord. Ouais. Première préoccupation, la deuxième. Vous avez abordé les 2 préoccupations. Oui. Non, il y a les Bantous et la rumba. Vraiment, il faut faire plus sur la rumba. Sur la rumba. Au moment où il nous reste, je crois, l'UNESCO va donner son point de vue, je crois, en décembre. Mais pendant cette période qui nous reste, il faut mettre le paquet. Il faut mettre le paquet sur la rumba. À la radio, à la télé, on doit faire des émissions particulières pour que le peuple congolais adopte la rumba comme sa propre musique. D'accord. Ah oui, pas une musique venue de l'étranger, mais sa propre musique. Mais là, vraiment, je ne vois rien. Merci beaucoup Clément Ossinondé donc pour cet apport, pour cette contribution, surtout pour avoir répondu à l'invitation de Cultura. Je rappelle que vous êtes congolais et vous résidez en France à Lyon, mais un grand chroniqueur de la musique congolaise et vous en faites une très belle promotion. Je vous lis quasiment tous les jours, donc c'est un honneur. C'est la moindre des choses que l'on peut faire pour le peu que l'on connaît. Sur le plateau de Cultura Clément Ossinondé. En tout cas, vous êtes au terme de votre séjour et bien je vous dis bon retour. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au plaisir. Amis culturels, voilà donc nous sommes là au terme de notre entretien. Je vous dis merci de votre attention et nous retrouvons samedi prochain à 14h. Merci pour votre fidélité. À très bientôt.